Salut à tous, c'est FRN. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc un tout nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on est avec un nouvel invité, bien sûr. Présente-toi. Salut Farhan et merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Mohamed, je suis étudiant en droit à l'Université d'Evry en deuxième année et je baigne un peu dans le monde associatif à travers le cinéma, à travers l'art oratoire aussi. Ok, ça marche. Donc aujourd'hui, si t'es là, c'est pour parler déjà. On va parler un peu de tout type de sujet. On va parler de déjà ce que tu fais un peu dans la vie, ça veut dire par rapport aux études, par rapport à ce que tu as dit justement, tes projets cinématographiques, par rapport à l'associatif, et aussi peut-être d'autres visions par rapport à la vie ou même par rapport à tout. Donc déjà, par rapport à ce que tu as dit, tu peux te présenter un peu par rapport à ce que tu es en train de faire actuellement au niveau des études. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Actuellement, au niveau des études, depuis que je suis sorti du lycée avec un baccalauréat général, du coup, spé maths et SVT, j'étais un peu hésitant. J'aime beaucoup l'audiovisuel, comme tu sais. Et du coup, je m'étais dit que j'irais vers un monde plutôt cinématographique dans la réalisation. Au final, je me suis orienté vers le droit et franchement, je ne regrette pas du tout. Là, je suis en deuxième année, ça se passe plutôt bien. C'est un peu compliqué, mais il faut s'accrocher. Mais bon, ça va. Ok. Et du coup, pourquoi t'as pas décidé de suivre la passion que t'avais pour l'audiovisuel et t'es allé vers le droit? Genre, tu t'es pas dit, bah j'ai une passion, je vais aller vers l'audiovisuel. J'ai essayé de suivre cette passion. J'ai même fait des choses, enfin, une chose qu'il faut pas faire, c'est-à-dire qu'en plein cycle d'études, arrivé en terminale, ne pas poursuivre correctement ce cycle d'études. En ce qui me concerne, au mois de février, après les vacances, j'allais plus en cours, véritablement. En terminale? Ouais, Ok. j'allais plus en cours. Et c'est à partir de ce moment-là, comme j'avais passé un casting pour figurer dans un film en tant que silhouette parlante. D'ailleurs, le film, il est sorti le mois de septembre dernier. Le film, il s'appelle Un métier sérieux. Il a été réalisé par Thomas Lilti. Et j'ai commencé les castings comme ça un peu. Et moi aussi, un peu comme Issa qui était passé, j'adore vraiment le basket. Vraiment, genre, je sais pas combien de ballons j'ai acheté, je sais pas combien d'heures j'ai passé à jouer avec ce sport-là. Et tous les jours, j'allais sur Paris, je connaissais quelques personnes, on jouait ensemble et je faisais des castings aussi à côté. Du coup, les études, je les avais mises de côté totalement. Au final, je suis quand même revenu pour le bac. Je me suis dit, je vais en droit parce que je me souviens que sur Parcoursup, étant donné que j'ai fait un bac général, ils voulaient pas m'orienter vers cette spécialité liée au cinéma. Ils me disaient qu'il fallait un baccalauréat technologique. Et ça, c'est un peu dommage. Ok. Du coup, en gros, ouais, ils demandaient un truc un peu plus pratique. C'est ça. Et t'avais postulé pour quelle école? Je sais plus du tout. C'était des écoles sur Paris, je suppose, ouais, vu que tout est en... Parce que moi-même, du coup, pour ceux qui savent pas, j'ai fait du coup un BTS audiovisuel, option image, et j'étais en général option maths physique. Rien à Ok. voir. Mais en fait, j'avais un kiff pour l'audiovisuel de base. En gros, je t'explique un peu. Moi, mon kiff pour l'audiovisuel, il est arrivé en quatrième, troisième, on va dire. J'ai commencé en art plastique. Un jour, on avait un projet qu'on devait faire et on devait l'exprimer de n'importe quelle manière. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai décidé de le faire via la vidéo. C'était vraiment un truc tout pourri, genre vraiment téléphone à l'ancienne, tu vois, à 150 balles, avec Ouais. un pote, on avait fait et tout. Et quand je l'ai présenté en classe, bah forcément, quand t'as 12-13 ans et que tu fais un truc avec un montage, avec une musique, etc., tu vois, forcément, la prof, elle était là en mode, ah ouais, t'as fait un vrai truc. Et j'avais grave été bien noté et j'avais kiffé le faire. Ça veut dire que cette année-là, déjà, j'ai fait 2 projets. Et suite à ça, je sais pas pourquoi, en tête, genre, j'avais soit je fais des études vers l'audiovisuel, soit je fais vers l'informatique, tu vois. Informatique, rien à voir, mais c'est juste en mode, ouais, je me disais tout ce qui touche au numérique, etc. J'aime depuis que je suis petit, et c'est comme ça que je me suis lancé dans ça. C'est pour ça que j'ai pris maths physique, et j'avais pris NSI aussi, du coup, en Ah, première. toi aussi. Ouais, et après, bah, du coup, j'ai arrêté la NSI, et arrivé en terminale, il se passe quoi? Je devais choisir, du coup, ce que je devais faire plus tard. Et j'ai choisi justement l'audiovisuel, j'ai postulé différentes écoles, etc. Et j'ai été accepté dans une école. Et ouais, pareil, en fait, à la fin, je me suis rendu compte que mon bac général, il me servait à rien. Mais bon, tranquille, ils m'ont pris. Comme quoi, c'est toujours possible. Tu vois, si je t'en parle, c'est pas que pour parler de moi, mais c'est pour te dire, Ouais, je si comprends. jamais le droit te plaît plus, tu vois, t'as toujours une piste. On verra, hein. Ok, c'est intéressant en tout cas de voir que t'as vraiment choisi quelque chose qui a rien à voir en vrai, tu vois. Audiovisuel et droit, c'est deux choses pas opposées, mais différentes, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bah, en vérité, j'ai jamais pensé que. Je vais pas dire que je finirais ma vie dans le cinéma, mais
j'aspire à vraiment faire du cinéma ma vie, grossièrement. Ça a commencé juste par le fait que dans ma tête, vraiment, je suis un comédien, je suis un peu fou parfois. Je peux passer de toutes les émotions possibles. Et dans ma tête, je me suis jamais dit que j'ai des limites, que je ne pourrais pas jouer tel ou tel rôle, que je ne pourrais pas faire cette chose-là en particulier. Et du coup, tout avait commencé en terminale justement, en première, je ne sais plus trop franchement. Il y a une fille qui s'appelait Amélie à l'époque et elle m'avait dit qu'il y a une affiche au lycée concernant un casting, ça pourrait t'intéresser Mohamed et je pense que tu peux très bien le faire. Du coup, j'ai testé. Ces personnes-là, elles m'ont appelé directement et m'ont dit que ton rôle, il est intéressant, mais là, on a déjà le personnage pour le film. Du coup, on a envoyé ton contact à un réalisateur, c'était Thomas Lilti justement, et lui, du coup, il m'a contacté et je suis parti tourner là-bas, à Paris. Stylé. Moi, j'ai jamais fait ce genre de truc en mode casting et tout, mais en tout cas, stylé. Et du coup, là, t'es en deuxième année de droit, c'est ça? C'est ça. Deuxième année de droit et plus tard, du coup, après, bah, tu comptes finir, c'est quoi, c'est 5 ans, c'est ça, au total? Ouais, Ou grosso modo. grosso modo, on va dire 5 ans. Et après ça, du coup, bah, tu comptes aller jusqu'au bout si ça te plaît et que c'est pas trop trop difficile non plus. Et après ça, tu comptes faire quoi? J'ai énormément réfléchi. Actuellement, j'hésite encore un peu. L'audiovisuel, ça me passionne, le cinéma, et du coup, je me dis que je pourrais être juriste d'entreprise en propriété intellectuelle. Ok. Comme ça, comme je suis en train d'actuellement monter mon association Haute Pictoram, plus tard, quand j'aurai les moyens, la main-d'œuvre, etc., je pourrais monter un statut de société de production et véritablement diriger mon entreprise, ma société. Et de l'autre côté aussi, j'hésite entre le droit des affaires parce que en vérité, c'est très passionnant, il y a beaucoup de choses à faire et je réfléchis encore, on verra. Peut-être qu'en troisième année, je me spécialiserai. Ok. Et tu kiffes le droit des affaires parce qu'il y a de l'argent à se faire en vrai. Ah oui, c'est pour ça. En vrai de vrai, ouais, Droit ça des joue. affaires, il y a de l'argent, non? C'est ça, ça joue forcément parce que je me dis, même si je fais quelque chose qui me passionne, le but plus tard, c'est de fonder une famille, de pouvoir entretenir sa femme, les enfants, faire en sorte que papa et maman ils soient contents, que les frères, les sœurs aussi, de temps en temps leur faire plaisir, sortir. Et malheureusement, on vit dans une société où si t'as pas l'argent, t'es forcément limité. Du coup, l'argent ça compte aussi. C'est sûr. Ok. Et là, en parlant de famille un peu, etc., pour toi, c'est quelque chose d'important, la famille? Enfin, quand je dis important, ça veut dire c'est... Déjà, dans ta famille, vous êtes combien de frères et sœurs? On est 10 au total, Ok. avec les parents inclus, Ok. et on est 8 en tant qu'enfant. Ok, ça marche. Donc, famille très nombreuse. Ouais. Ok. Et ça se passe comment au quotidien, justement, par rapport à ça? Parce que je savais pas du tout, mais ça se voyait directement quand on a parlé que la famille, ça compte beaucoup pour toi. Ouais, c'est la base. Bah, on a une éducation chez nous qui fait que on se dit pas forcément énormément je t'aime, c'est pas trop ancré chez nous, mais j'ai envie de dire entre guillemets qu'on se sait entre nous, on fait des actes qui prouvent plus que les mots qu'on s'aime véritablement. Et au final, il y a un adage qui reste ancré en tête, c'est que la famille c'est célèbre. Si on fait des choses qui ne plaisent pas à la famille, qui ne plaisent pas à nous-mêmes au final, ça ne sert pas à grand-chose. Ok. Belle vision de voir les choses. Je crois qu'on partage un peu les mêmes... on a un peu la même vision par rapport à ça. Ok. On va revenir un peu plus sur le parcours. Du coup, tu nous as parlé un peu de ta passion pour le cinéma. Là, récemment, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie en rapport avec l'audiovisuel, justement? Bah, en vrai, c'est très bête, hein. Mais encore une fois, pour remonter sur le fait que j'ai une personnalité d'un gars qui veut faire des choses, je crois peut-être beaucoup trop en moi, mais en vrai, c'est une bonne chose. Je suis très curieux. Tout est parti du fait que j'étais au téléphone avec Cécilia un soir et je me dis, j'ai telle idée, je voudrais la mettre en œuvre, etc. Viens, on trouve tout de suite un nom pour notre société de production. Et je pense que de son côté, elle m'a un peu pris pour un fou, mais moi, quand je dis que je vais faire un truc, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Parce que je sais que je peux y arriver, même si j'ai pas les moyens maintenant, j'y crois à fond. Par exemple, là, je suis pas encore avocat en droit des affaires ou juriste d'entreprise, même si c'est dur, même si les études de droit c'est très compliqué, je sais que je vais y arriver. T'as la visualisation vraiment long terme et tu te dis,
j'ai envie d'atteindre des objectifs, je fais en sorte que bah tu donnes tu veux faire les causes pour y arriver, quoi. C'est ça, Ok, tu as utilisé un terme en vrai qui reflète bien tout ça, c'est la visualisation. De mon côté, à part le basket, j'ai aussi fait du taekwondo pendant très longtemps. ok, Et pour un sportif, l'aspect de la visualisation, c'est très important. Couché dans ton lit, je pars du principe que c'est une forme d'entraînement parce que toutes les techniques que tu as pu apprendre, par exemple le Apchagi, etc., bah, tu les revisionnes dans ta tête et en compétition, tu sais que tu pourras les reproduire d'une certaine façon. Par exemple, j'ai eu une coupure pendant un temps où j'ai pas fait de taekwondo, c'est pas pour autant que j'ai tout perdu. Et donc cette visualisation, ouais, elle est très importante dans la vie en général et pour croire en ses rêves, en ses objectifs. et du coup, t'as fait combien d'années de sport en général, taekwondo, basket, etc. T'as fait combien de temps? Franchement, je sais pas du tout. Moi, j'en fais depuis que je suis en primaire. T'en fais toujours? Non, j'ai D'accord. arrêté l'année dernière là. Ok. C'est quoi, c'est les cours qui t'ont... Ou Non, la passion? je suis tombé malade au mois de décembre avec un truc lié aux températures. Ok, Ça faisait que je pouvais pas aller au taekwondo parce que j'aurais eu des bouffées de chaleur ok. et c'est insupportable. Ouais, Du bah, coup, ouais. j'ai arrêté d'un coup. Ok. Donc, ouais, donc ça veut dire que c'était vraiment pas ton choix. Et tu l'as vécu comment? Je vais pas te cacher que j'ai eu le seum parce que du coup, comme je te disais, il y a eu une coupure durant laquelle j'ai pas fait de taekwondo étant donné que je suis allé au bled pendant 3 ans et demi étudier le Coran. Je suis revenu et je me suis dit, l'une des seules choses que je veux reprendre là, actuellement, c'est le taekwondo. Vraiment, ça me tient à cœur. Je sais que j'ai pas perdu. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai commencé le taekwondo, quand mon père m'y a inscrit, c'est parce que j'étais pas très turbulent, mais un peu quand même. Franchement, honnêtement, je me battais tous les jours. Ouais, c'était Vraiment. un sport qui te correspondait, quoi. C'est ça, je me battais tous les jours, jusqu'au jour où, c'est pour ça dans la vie, faut pas faire le malin, je tombe face à un gars qui m'a cassé le nez. Ok. Le directeur appelle mon père et mon père me dit tout va bien se passer, je vais régler ça. Et moi je me dis je suis mort, il va me tuer. En fait, il me dit juste je t'ai pas dit mais je suis trésorier dans une association taekwondo. Ok. Je vais te ramener là-bas et on verra comment ça va se passer. Meilleur des punitions, en fait. J'ai jamais entendu le mot taekwondo de ma vie, je savais pas ce que c'était. Je vais là-bas, j'arrive, le coach il me teste, il me met face à quelqu'un, le gars il m'a défoncé. Il m'a vraiment littéralement défoncé. Mais en vrai, c'est bien, ça forge. Parce qu'au final, j'ai passé du temps là-bas. J'ai eu des performances que j'ai jusqu'à maintenant, même si je suis toujours un peu malade. Mais ça se passe bien. Et pour répondre à ta question, j'ai encore le seum d'avoir arrêté. Si je peux reprendre, ça serait bien. Ok, ça marche. Et du coup, ça t'arrive de faire du sport encore un peu ou... Oui, de temps en temps, continuer le basket ou quand je continue dans mes excès de folie à faire quelques coups de pied. Ok, ça marche. Donc, t'es quelqu'un de plutôt turbulent quand même. Assez, on va dire, hyperactif. Ouais, On va dire ça. je pense que c'est le terme, ouais, hyperactif. Ok. Le fait que t'as fait un peu de taekwondo, t'as fait un peu de sport. Moi, par exemple, j'ai fait un podcast justement avec Issa. Le premier podcast que j'ai fait, c'était avec YN Coaching, Yanis. Lui aussi, c'est un grand sportif. Et c'est beau de voir en fait que à chaque fois que quelqu'un parle de sport, il en parle vraiment comme quelque chose qui l'a fait avancer dans sa vie, tu vois. C'est vraiment un truc de ouf, tu vois. Comme quoi, le sport, ça aide vraiment. C'est vraiment un moteur dans la vie, franchement. En plus, c'est conseillé, je pense que par les domaines, les professionnels de la santé, de faire du sport, c'est bon pour la santé. Ouais, le classique. Mais c'est vraiment bon aussi pour le mental. Récemment, j'avais regardé une interview d'un gars sur YouTube. J'ai oublié sa chaîne YouTube, c'était quoi? Mais en gros, c'était le coach de Serena Williams qui délivrait des secrets sur sa mentalité, etc. Et ça forge vraiment le sport. Par exemple, un sport comme le taekwondo, où tu te prends des coups au début, tu te dis non, je vais arrêter, c'est pas possible. Aujourd'hui, je rentre, je me suis fait un peu laminer, c'était n'importe quoi. C'est le mental qui... Mais ça, c'est ça, ça forge parce que au début, il y aura certaines personnes qui vont arrêter, mais ceux qui vont continuer, bah, ils vont apprendre énormément de choses. Ils vont devenir patients. Au début, je disais que j'étais turbulent, mais au final, je me suis un peu cadré. Je suis devenu un peu sage au fil des années. Ouais, après, t'as appris, quoi. j'ai pas perdu Non, mais l'aspect un peu t'es devenu enfantin. plus mature, quoi. C'est Tu ça. vas pas... En gros, tu vas être turbulent devant les gens que t'aimes, mais après, voilà, genre, en temps normal, t'es quelqu'un de civilisé. Un peu. C'est ça. Ok, ça marche, non, intéressant. Et à part ça, à part l'audiovisuel, du coup, pour le moment, ce que t'as fait dans ton association, t'as fait plusieurs courts-métrages, c'est ça? Enfin, là, t'en as 2, non? Pour T'en l'instant, as ouais, posté 2 sur ton compte Insta. j'ai Compte sorti un Insta que je premier. vais afficher juste là et dans la description aussi. N'hésitez pas à aller voir, pour ceux qui sont passionnés d'audiovisuel ou non.
Nickel. Franchement, tu gères. Ouais, du coup, j'ai sorti un court-métrage pendant les grandes vacances et un mini-documentaire il y a pas si longtemps que ça. Ok, ça marche. Et c'est quoi un peu l'avenir de l'assaut? Tu vas continuer dans la fiction ou c'est un peu en mode bah on verra ce qui va arriver quoi? Ou t'as vraiment des objectifs aussi dans l'association? Ouais, les objectifs, ils sont multiples. C'est vraiment de transmettre un message à chaque projet réalisé et les messages, ils peuvent être divers et variés. Là, par exemple, concernant le projet Éternelle Attente, il y avait l'aspect un peu symbolique de la romance, mais il y avait aussi le fait qu'on participait à un concours et ça jouait beaucoup. Du coup, l'avenir de l'association, là, en ce moment, pour cette année, l'objectif principal, c'est la récolte de subventions. C'est ce que je fais, c'est mon objectif principal. Et je pense que comme l'année dernière, pendant les grandes vacances, on va se réunir, on va essayer de faire un projet. Ok. Bah bon courage déjà pour le projet, hein. Merci beaucoup. Et ensuite, à part ça, t'as parlé aussi, enfin t'as pas parlé de ça, de ce que je sais, t'es vice-présidente de l'association Révolte-toi Evry, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'association, ce que c'est, et ce que vous faites à Révolte-toi? Pour résumer les choses assez grossièrement, c'est une association d'éloquence. On apprend aux gens à s'exprimer en public. Ça passe à la fois par de l'éloquence pure, à travers des plaidoiries qui sont sous l'effigie des thèmes du style l'amour est-ce un choix? T'as une personne qui répond à la positive, l'autre à la négative. T'as aussi un aspect purement débat, où là il y a un gouvernement, une opposition, il y a vraiment une confrontation. Et je vais pas vous cacher que je préfère le débat, mais ouais, on apprend aux gens à faire les deux choses. Au final, ça peut servir pour des concours, pour la vie en général, à s'exprimer, à savoir gérer un peu le track pour des entretiens. C'est vraiment instructif. Et c'est une asso. Enfin, comment est-ce que t'as découvert l'éloquence, toi? Comment tu t'es dit je vais rentrer dans cet asso? Surtout qu'aujourd'hui t'en es le vice-président. Comment ça s'est passé? Comment t'as découvert l'éloquence? Franchement, je pense que c'est l'une des seules choses que je vais jamais oublier de ma vie. C'était un jeudi soir, j'étais en cours avec un professeur qui s'appelle Monsieur Outchef, que j'aime beaucoup. Et durant son cours d'introduction au droit, il y a un gars qui sort de nulle part. Il s'appelle Chris. Il est venu, il était avec un t-shirt rose, je m'en souviens comme si c'était hier. Et le gars, il commence à plaider. Et je me dis, il y a quelque chose de particulier avec sa façon de parler. Genre, il m'a captivé du début jusqu'à la fin. Et j'aimerais bien lui ressembler. C'est un peu cette folie enfantine d'avoir des modèles un peu partout, de leur ressembler et d'essayer d'avancer dans la vie. Et là, du coup, quand j'ai vu cette capacité à être devant tout un auditoire, parce que le cours d'introduction au droit dispensé en L1, c'est vraiment un cours qui accueille énormément de personnes. Il a su, à lui tout seul, être devant un amphi, parler à toutes ces personnes, captiver notre attention, et ça, j'ai vraiment kiffé. Du coup, il nous a dit que le mercredi prochain, il y avait une permanence de 18h15 à 19h45. J'y suis allé. Ils m'ont fait participer à la première séance. J'ai un peu stressé, même si ça se voit pas. Bah, c'est exactement ce qui se passe là. Je stresse un peu, même si ça se voit pas. Et ce sont des choses qu'on nous apprend à gérer en quelque sorte. Et du coup, j'ai participé, première fois, sur un sujet assez particulier. C'était le lancer de nain à Morsan-sur-Orge. Je me suis un peu amusé, les gens ont rigolé. Je suis très empathique, du coup, je ressens les émotions des gens. C'est-à-dire que quand ils sont un peu tristes, je vais essayer de les comprendre, etc. Quand ils sont joyeux aussi, je vais être automatiquement joyeux, même si je comprends pas ce qui se passe devant. Du coup, j'ai connu l'association comme ça. Ok, stylé. Et aujourd'hui, à part ça, enfin là du coup ça fait combien de temps? 1 an et demi t'es dedans? 2 ans? Ouais, ça fait... Là, ça sera la troisième année, du coup. Ok, là ce sera la troisième année. Ok, ça marche. Et est-ce que du coup justement, après avoir participé justement à ces sortes de débats, t'as pu apprendre, enfin qu'est-ce que t'as appris dans l'éloquence qui te sert aujourd'hui dans la vie de tous les jours? À employer les bons mots au bon moment, je pense. Je pense que c'est vraiment la chose primordiale à utiliser, à savoir utiliser dans la vie de tous les jours. Parce que j'ai toujours eu une certaine aisance à m'exprimer face au public. Dès le lycée, déjà, quand il fallait faire des exposés, j'avoue, je me la pétais un peu. Parce que je sais très bien que peu importe le sujet, je pourrais être devant la classe et parler comme si c'était moi le prof.
En même temps, j'étais un peu dans l'aspect comédien aussi à l'époque, ça jouait beaucoup. Et ça rejoint le fait que j'avais énormément confiance en moi. Et beaucoup de personnes ont pris cela pour de l'arrogance. Du coup, je suis tombé dans le piège. Je me suis dit que c'est de l'arrogance aussi. Et au final, on m'a éclairé. Non, c'est pas de l'arrogance, c'est vraiment de la confiance en soi. Ce que l'éloquence nous apprend, c'est plusieurs clés. À travers le logos, comme je te disais, utiliser les bons mots au bon moment, l'argumentation, comment convaincre une personne, et ce, peu importe le sujet qu'on te donne, même si tu crois pas en la position qu'on te donne, je vais utiliser quelque chose de très trash, mais on te donne un sujet du style Hitler avait raison, et tu dois défendre la thèse du oui, c'est un peu chaud. Ouais. Mais si on te donne ce sujet, quand tu fais un peu d'éloquence, quand tu apprends les clés, tu peux très bien défendre la thèse du oui et donner toutes les bonnes raisons pour lesquelles sa thèse, en vérité, était bonne. Après, Ouais. j'y crois pas, hein, Ouais, mais ouais, c'est de mais l'éloquence. c'est le but du jeu, quoi. C'est ça. Ok. En gros, tu peux même être mis dans ce genre de situation, il faut que tu maîtrises ton sujet, quoi. On va Exactement, dire ça. c'est ça. Ok, Et ça à marche. travers le logos, on apprend à gérer cette partie argumentation. La partie pathos, c'est plus persuasive, mais cela à travers les émotions que tu transmets à l'auditoire. Ok. Par exemple, quand tu as un discours qui doit être assez choquant, employer une émotion de colère, comment regarder la personne, quel geste faire et quels sont les bons mots aussi à utiliser, ça rejoint le logos. Ensuite, il y a un troisième volet lié à l'éthos, le charisme que tu renvoies, ta façon d'être un peu. Je prends un peu l'image de Harvey Specter, pas parce que je suis en train de regarder actuellement Suits à nouveau, mais je pense que c'est vraiment l'image de l'homme charismatique, entre guillemets, celui qui reflète bien l'éthos. Et ça, c'est une valeur qu'on nous apprend aussi en éloquence. Ok. Bah, en plus, au début, j'allais te poser la question, c'est quoi les 3 points que tu dirais pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'éloquence, mais ouais, c'est ça, quoi. Enfin, qui veut se lancer dans l'éloquence, ça veut rien dire, mais pour améliorer son éloquence, tout simplement. Mais du coup, tu viens de les citer. Et t'as déjà fait des concours? Oui, j'en ai fait dès ma première année. Tout d'abord, il y a des formations avant les concours. Ouais. Par exemple, un débat qu'on a pu faire avec mon ami Mathias dès qu'on est arrivé à l'assaut les premiers mois. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la Coupe de France. C'est autour du mois de février. Ça, c'est à Paris, du coup, avec la Fédération française de débat. C'est très compliqué parce que vraiment, tu as toute la France. Ouais, Euh, il y a du niveau, j'imagine. c'est ça, il y a vraiment un niveau, c'est remarquable. Chacun ramène son équipe, des équipes de 4 qui sont très performants. Pour certains, ils ont remporté le concours plusieurs fois. Et nous, on débarque. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Mais j'aime bien ce dynamisme, ce petit stress au fond qui te fait bondir de joie, j'ai envie de dire. Du coup, j'ai pu faire cette Coupe de France. On l'a pas remporté, mais on est quand même parti loin. On va le refaire cette année. Cette année, on va le gagner, c'est sûr. Et du coup, j'ai fait aussi un concours qui s'appelle l'ISIAS. C'est un concours de plaidoirie. En fonction de la filière que tu fais, tu vas jouer dans une certaine catégorie. Par exemple, quand je suis arrivé en première année, j'étais en L1 droit. Du coup, j'ai joué dans la catégorie plaidoirie civile. En deuxième année, tu es dans ce qu'on appelle la plaidoirie pénale. En troisième année, tu es dans le pôle purement éloquence. Du coup, ce concours-là, la première année, je l'ai perdu. Je suis allé jusqu'au deuxième tour. J'ai perdu face à une fille qui s'appelle Dounia. Mais- Elle t'a traumatisé ou quoi? Tu te rappelles de son prénom encore? Parce que je la vois encore jusqu'à aujourd'hui. T'as la haine. Mais Hmm T'as la haine. non, j'ai pas la Ça va. haine. Franchement, je vais pas mentir, j'ai un peu le seum parce que je suis un compétiteur, j'aime pas Ouais, non, perdre. ça se Quand voit je que t'es dis un compétiteur, je rigole. ouais, quand je dis que je vais faire un truc, je vais le faire, je vais tout donner pour y arriver. Mais du coup, je crois que j'avais perdu au deuxième tour face à Dounia et ça m'a énormément appris. J'ai même envie de dire quelque chose d'assez paradoxal. Heureusement que j'ai perdu à ce moment-là. Parce que sinon, j'aurais peut-être pris un peu la grosse tête, je me serais reposé sur mes acquis, je me serais dit que je suis trop fort, même si je le pense au fond. Et ça aurait peut-être répercuté de façon assez négative. Ouais, t'as appris de tes erreurs, tout simplement. C'est ça. Ok. Et au final, bah, quand j'ai redoublé ma première année et que j'ai refait ce concours, j'ai pu le gagner, aller au niveau national, parce que le concours, il est décomposé en deux parties, le niveau local, à travers l'ISIA Sévry,
et le niveau national où tous les champions Lysias local s'affrontent. Ok. Et du coup, là-bas, je suis allé jusqu'en quart de finale. Cette année aussi, je vais me venger. J'ai pas fini. Tu pars plus loin, j'espère. C'est ça, Inch'Allah. Tu vas gagner. J'espère, hein. J'ai pas envie de. Ouais, t'as pas envie de. J'ai pas envie de parler trop vite. Au moins faire mieux que l'année dernière. C'est ça. Ok, ça marche. Tu nous parles un peu de tout ça. Déjà, t'es quelqu'un, on va dire, t'es multitâche. Enfin, ce que je veux dire multitâche, c'est que t'as un kiff pour l'audiovisuel, tu fais de l'éloquence, tu fais tes études en droit, qui sont en plus assez compliquées. T'as fait du sport. Malheureusement, aujourd'hui, t'as pas pu. Tout à l'heure, tu nous as même dit que t'es parti 3 ans et demi au bled pour apprendre le Coran. Et comment tu fais, du coup, pour gérer tout ça? Déjà, gérer tout ça émotionnellement, mentalement, et comment est-ce que tu arrives à atteindre tes objectifs? Pour d'abord répondre à ta dernière question, je fais les choses dans le désordre. Pour atteindre les objectifs, c'est vraiment une question d'organisation et encore une fois, une question de confiance en soi. Parce que je pars du principe que quand tu veux atteindre un objectif en particulier, si tu t'en donnes pas les moyens, si tu n'y crois pas, ça sert à rien. Il faut vraiment arrêter tout de suite. Par contre, quand tu te dis que quoi qu'il arrive, je vais y arriver, que tu fais tout pour y arriver, que tu t'organises bien, tu vas y arriver, Inch'Allah, faut juste y croire. C'est juste une question d'organisation. D'un point de vue mental, émotionnel, etc., bah, j'ai envie de te dire que les erreurs, ça fait partie un peu du processus de réussite. Même si on croit à la réussite, qu'on a envie de brasser de l'argent, etc. plus tard, mettre la famille bien, j'ai l'impression qu'il faut échouer. Et c'est pour ça que tout à l'heure, même si on va me prendre pour un fou, c'était un peu paradoxal, heureusement que j'avais perdu ce concours-là et heureusement que j'ai fait des erreurs dans ma vie pour apprendre. Concernant les 3 ans au bled, ça m'a énormément forgé, notamment d'un point de vue de la turbulence, mais ça m'a surtout appris une valeur que je ne vois pas énormément aujourd'hui chez les gens, chez les gens. C'est ce qu'on appelle la patience. Parce que les gens, ils sont pas forcément très patients, compréhensifs, réceptifs aussi. Et je pense que le fait d'être resté là-bas 3 ans et demi pour apprendre du Coran, ça m'a beaucoup transmis religieusement parlant. Je suis pratiquant aussi à fond. Je connais un peu le Coran, je révise de temps en temps parce que c'est un livre vraiment très complet. Il est gros. Si tu le révises pas assez souvent, tu vas l'oublier. C'est pas quelque chose qui reste dans la tête assez facilement, j'ai envie de dire. Ok. Et comment est-ce que tu t'es retrouvé au bled pour apprendre le Coran? J'avais un oncle qui venait du Sénégal. Il est parti étudier dans un endroit qu'on appelle Montpellier. Il a fait son doctorat là-bas, je pense. En tout cas, une partie. Et au moment où il allait retourner au bled, il a fait un tour chez nous. Et moi, je tiens vraiment à cet oncle-là. Du coup, je me suis dit que je vais partir avec lui. Et mes parents, ils ont accepté. Je pense que mon père, il a saisi l'occasion. Il s'est dit, yes, comme ça, je vais lui inculquer le savoir, la religion. Let's go, vas-y, tout de suite, on coupe le billet, on y va. Et au final, ouais, il a coupé le billet. Et franchement, je regrette pas parce que j'ai appris énormément de choses. J'ai l'impression que la patience que j'ai acquise là-bas, la maturité aussi que j'ai comprise là-bas, quand je suis revenu en France, bah, je l'ai tout de suite remarqué parce que là-bas, sous l'euphorie du moment, tu remarques pas vraiment ton changement. Tu es vraiment imprégné de la chose. Tu es un peu comme un acteur, j'ai envie de dire, pour reprendre des termes de cinéma. Juste, tu joues, tu es focus sur ce que tu fais, tu penses pas à ce qui se passe autour. Tu vois pas vraiment le changement. Du coup, quand je suis revenu, j'ai remarqué chez certaines personnes que je fréquentais qu'ils n'avaient pas forcément la même maturité que moi, la même compréhension. Certains d'entre eux, peut-être que c'est pas vraiment très correct de dire cela, mais je m'étais même dit qu'ils sont restés un peu enfantins dans leur façon de penser. Et du coup, Toi, t'es parti de à quel âge? Excuse-moi, je te coupe. je suis parti là-bas à 11 ans, Ok, 11 à 14 ans, c'est ça? c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, mentalement, je le vis très bien. Ça m'a forgé. Je vais pas dire que c'était dur. De toute façon, dans la vie, même les choses les plus simples cachent parfois des choses assez dures foncièrement. Et je pense que ce sont ces choses dures qui nous font grandir en vérité. Du coup, heureusement que j'ai vécu ça aussi. Ça a l'air incroyable de pouvoir aller dans son pays d'origine, même si voilà, toi t'es né ici, je suis né ici aussi, mais
aller dans un autre pays, surtout que toi, c'est littéralement dans un autre continent aussi. Forcément, t'es dépaysé de tout. Et tu te retrouves là-bas tout seul, en plus pour apprendre la religion. Franchement, ça devait être une expérience incroyable, tu vois. Même si par moments, sur le coup, quand t'es petit, t'as ce truc-là de te dire, ouais, bah moi par exemple, mes parents, quand je devais avoir 7 8 ans, un truc comme ça, en fait, ce qu'ils font, c'est que ils prennent un prof particulier, tu vois. Et en fait, ça marche comment? Eux, ils sont au bled. Nous, on est en France, et à l'ancienne, c'était sur Skype, tu vois. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris à lire le Coran, tu vois. Genre, au niveau de l'apprentissage, j'ai pas appris, mais j'ai appris à lire le Coran, tu vois. Alors, lire en arabe littéraire, etc. et tout. Et j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et franchement, en fait, en gros, je t'explique ça se passait comment. J'allais à l'école et tout. Et bon, j'allais pas à l'étude et tout. Donc ça veut dire genre vers 18h, 18h30, on avait tous les jours 30 minutes de lecture avec mon frère et ma soeur. Ça veut dire que pendant 30 minutes, j'étais là devant un écran et tout. Il m'apprenait le Coran et tout. Et forcément, quand t'es petit et que dès que tu rentres chez toi, t'as envie de faire quoi? T'as envie de regarder la télé, t'as envie de jouer, t'as envie de faire autre chose, etc. Et sur le coup, ouais, genre, c'est peut-être pas bien ce que je veux dire, mais c'est la vérité. Mais sur le coup, ouais, j'étais là, ça me saoulait un peu, je comprenais pas pourquoi je le faisais. Après, c'est normal, tu vois, j'étais petit et tout, j'avais pas encore cette conscience-là. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai 21 ans, j'ai grandi. Et quand je vois dans mon entourage, pour moi, en fait, c'est quelque chose de normal, tu vois. Mais quand ça parle de religion et que je vois, il y en a tellement qui savent pas lire le Coran en arabe, je me suis dit, mais j'ai une chance de ouf. Genre, je remercierai jamais assez mes parents de m'avoir fait ça. Et je vois vraiment la différence parce que je pense que si j'aurais voulu l'apprendre aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus compliqué, tu vois. Parce que quand t'es petit, t'apprends tellement plus vite. Et en plus, genre, je me rends pas compte, hein, mais c'était 30 minutes du lundi jusqu'au vendredi. Donc ça veut dire 2h30 par semaine. Et franchement, tu vois, genre, je me dis, ça veut dire que j'ai quand même pas mal lu et tout. Et genre, je me dis, il y a des parents, en fait, ils ont pas inculqué ça à leurs enfants. Et c'est une chance de ouf que j'ai eue, tu vois. Et toi, pareil, tu vois, t'es parti 3 ans et demi, t'étais jeune. Après, je sais pas comment tu l'as vécu exactement. Comme t'as dit, c'était pas dur. Mais moi non plus, c'était pas dur, mais c'était juste en mode, tu vois, forcément, quand t'as des distractions à côté, tu te dis, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ça devait être une chance de ouf. Aujourd'hui, tu t'as dit tout à l'heure, tu connais pas le Coran par cœur, mais t'es à où dans l'apprentissage? Enfin, du moins dans ce que t'as appris en étant là-bas. Bah, disons que j'ai fini le Coran entièrement, l'apprentissage, et du coup là c'est vraiment que de la révision perpétuelle pour encore plus ancrer ça en tête, Donc, ok, ok. Donc, t'es un Hafez. en Ok, quelque sorte. ok. Franchement, c'est une chance de ouf. Donc, à 14 ans, tu l'as fait et tout. Incroyable, machallah. Et à part ça, j'allais dire quoi? Est-ce que t'as encore des souvenirs de comment t'as fait justement pour mémoriser? C'était quoi les techniques de mémorisation là-bas? Oh, il y en a plusieurs. Déjà, qui est fort là-bas, c'est que ils ont énormément d'élèves, mais ils arrivent, entre guillemets, à s'adapter à la personne. Moi, je venais d'ici. Le rythme niveau apprentissage, il n'était pas très soutenu ici coraniquement parlant, c'est-à-dire que j'apprenais une moitié de page par jour, c'est déjà très bien, mais pour moi c'était pas assez. J'apprenais une moitié de page et là-bas tu finis sur une détermination aussi parce qu'il y a la pression ici on te dit que tant que t'as pas fini le Coran tu reviens pas et j'aime beaucoup la France franchement je considère que c'est mon pays même si je suis né là-bas j'ai vraiment des valeurs que j'ai puisées de chacun de ces pays cette multiculture, je l'adore. Du coup, arrivé là-bas, t'as le cher, il s'adapte à toi, il voit comment t'apprends. Si tu peux apprendre une page par jour, c'est bien. Si tu peux apprendre 2 pages par jour, c'est bien. Au fur et à mesure, t'en apprends plus. On t'apprend aussi à écrire parce que mine de rien, le fait d'écrire quelque chose, ça l'ancre plus facilement dans ta tête. Du coup, ils ont plusieurs méthodes d'apprentissage là-bas. Ça a pas été genre trop compliqué ou à force c'était quotidien parce que forcément plus t'en apprends, plus tu dois réviser aussi ce que t'as appris. Et moi c'est toujours une question que je me pose, je me dis mais ça c'est tellement grand et ouais t'apprends les nouveaux les nouvelles sourates etc. Mais derrière t'as tout ce que tu dois réviser derrière. Et c'était pas trop compliqué. Si c'était compliqué, je vais pas dire que c'était pas compliqué, ça serait mentir. Parce que entre nous, vraiment, le Coran, il est assez épais. Le livre, il fait ça.
Tu peux pas tout apprendre par cœur et ensuite te dire c'était trop facile, c'est impossible, c'est trop dur. Mais je vais dire qu'il y a aucune épreuve qui est insurmontable dans la vie. Déjà, on t'apprend à écrire. Ça fait que l'apprentissage est beaucoup plus simple. Ensuite, pour te répondre concernant la révision, là aussi, ils étaient bien organisés. Par exemple, moi, mon rythme minimal, on va dire que c'était 2 pages d'apprentissage par jour. Du coup, quand tu travailles à l'Alphage, tu as 2 pages à apprendre par cœur en béton dans ta tête. Tu dois retenir ça. Et ensuite, venir réciter ça devant le cher. Et juste après, il te dit, tu vas te poser là-bas quelques instants. Tu vas réviser un nisf. Un nisf, ça fait à peu près 4-5 pages. C'est la moitié d'un hizb. Et du coup, tu révises ça, tu reviens et tu lis tout ce nisf, tu récites tout ce nisf devant lui. Au final, tu arrives à apprendre des nouveautés et aussi à réviser en parallèle. Ok. Et tu prenais combien de temps à apprendre 2 pages, par exemple? Franchement, je sais pas du tout. Mais sur le temps du Fajr, ouais, tu peux largement apprendre 2 pages. Ah ouais. Enfin, c'est une dinguerie. C'est pour ça que je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Au début, on comprend pas vraiment les parents quand ils nous forcent petits à apprendre les choses. Et pour ceux qui n'écoutent pas les parents, malheureusement, ils vont grandir et ils vont regretter. Et pour nous qui avons eu la chance de bien écouter nos parents, au final, aujourd'hui, on connaît un peu et je les remercierai jamais assez de m'avoir appris le Coran. Et sinon, à part ça, la religion dans la vie de tous les jours, ça occupe quelle place dans ta vie? Je sais que c'est important, mais comment, par exemple, face aux épreuves du quotidien, tu utilises ta spiritualité pour avancer? Je dirais que la religion, c'est la base. Nous, on est croyants, du coup, on croit en la vie d'ici-bas, en l'au-delà. On a certaines croyances, on ne peut pas y déroger. C'est-à-dire que la prière, c'est 5 fois par jour. Même si tu travailles ou qu'il y a les études à côté, bah, au pire des cas, tu rentres le soir et tu rattrapes tes prières. La dernière fois, j'étais en train de prier le soir en rattrapant mes prières. À un moment donné, c'est pas très bien. Je finis de faire les 3 prières du milieu de la journée et il me reste une prière à faire. Je me pose un instant et je réfléchis, je me dis, c'est quand même une dinguerie parce que à la base, là en tant que musulman, on est censé avoir 50 prières par jour. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. À la base, quand Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est monté voir Allah pour qu'il lui transmette la prière, il lui avait donné 50 prières, il me semble, si je me trompe Ouais, pas. c'était 50 et après il a dit non, c'est trop, parce que forcément les croyants après, enfin, ouais, genre les musulmans, vont dire c'est trop, c'est impossible, tu vois. C'est Et du ça, coup, il les a divisés par 10, mais il a dit que la récompense, ça serait la même. exactement. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment une dinguerie. Imagine qu'il n'avait, qu'il n'était pas retourné voir Allah pour lui dire, faut baisser un peu le 50, quota. 50, t'imagines. Ça, Déjà 5, on a du mal, mais 50. ça voudrait dire que la religion, déjà, c'est la base. Peu importe l'occupation que tu as, peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu dois faire 50 prières par jour. Là, je me dis, on a de la chance, c'est 5 prières par jour. En vrai, peu importe à quel point tu es un homme d'affaires, 5 prières par jour, tu peux le faire. Ça, ouais, sachant que ça prend pas énormément de temps, tu vois. C'est ça. Genre si tu fais que tes prières obligatoires, tu Et vois, c'est très rapide. ouais, et honnêtement, entre nous, encore une fois, comme on est croyant, j'ai envie de te dire que chaque personne qui fréquente ta vie peut te laisser du jour au lendemain. Vraiment, même les gens qui sont très proches, à qui tu tiens, ils peuvent te lâcher. C'est comme ça, ce sont des humains aussi. Mais lui, il te lâchera jamais. Et du coup, quand tu continues de croire, à t'accrocher, à demander aussi beaucoup, l'argent, tout ce que tu veux, tu lui demandes et un jour, il va exaucer ça. Euh, Même par rapport à ce que tu as dit par rapport à la prière, tu vois, sans porter aucun jugement pour personne. Moi, avant, ce que je faisais pareil, je rattrapais souvent les prières. Et arrivé à un moment, en fait, j'étais en vacances, tu vois. J'étais au Portugal, on était partis entre potes et tout. Et ouais, dans le groupe, tu vois, t'avais des gens, ils priaient, t'avais des gens, ils priaient pas, t'en as, ils étaient pas musulmans et tout, on était, ouais, 5-6. Et t'en as un, en fait, il portait vraiment une importance de ouf au fait de prier à l'heure, tu vois. Et ça veut dire, on est dans un McDo, on mange et tout, il commence à faire ses ablutions, tout ça et tout, et il prend un tapis et tout, et il va dans le parking, genre vraiment dans un endroit caché et tout, tu vois. Et vas-y, en plus, on était au Portugal, donc vas-y, c'est pas en mode, ouais, il va se passer un truc de ouf, tu vois. Genre quand tu dis c'est dans un autre pays, je sais pas, mentalement et tout. Et il commence à prier et tout, et moi je me dis, ah ouais, tu vois,
Genre, on était en train de manger, il est spécialement allé bouger pour faire ses ablutions et faire sa prière et tout, avant d'attendre qu'on reparte au Airbnb. Et quand il a fait ça, je me suis dit, mais je suis un ouf, moi, pourquoi je fais pas pareil? Genre, en vrai, de un, personne va me juger, on est entre potes, tu vois. Et de deux, en vrai, ouais, certes, tu dois te lever et tout, mais il est revenu, genre, 10 minutes après, 10-15 minutes après, même pas, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai eu une sorte de déclic. Ça veut dire qu'à chaque fois, dans n'importe quelle situation, j'essaie de me dire, je vais essayer de prier à l'heure. Et essaye, tu verras. Même quand je suis en cours, même quand je suis à cet endroit, genre, j'essaie toujours de trouver une solution. Ça veut dire que les ablutions, le classique, ça va être dans les toilettes handicapées, tu vois. Parce que vu que c'est plus grand, forcément, t'es plus tranquille et tout. Et après, ouais, c'est vrai que, par exemple, pour trouver un endroit où prier, c'est un peu plus compliqué. Mais t'essaies toujours de trouver une solution. Moi, ce que je fais, c'est, par exemple, des fois, quand je veux manger, je vois c'est l'heure de la prière, je vois c'est un resto halal, tu vois. Pareil, sans déranger personne et tout. Je demande tranquillement, ouais, est-ce qu'il y a moyen de faire la prière et tout. Et en général, ils ont toujours un petit espace et tout, ils te laissent prier. Tu vois, première solution. Après, t'as le truc des parkings, tu vois. T'en as, voilà, en fonction des personnes, ils vont dire, ouais, c'est du manque de respect, moi, ça me gêne, etc. Honnêtement, moi, tu vois, je peux comprendre, je respecte le point de vue de tout le monde. Mais moi, je me dis, moi, en tant que musulman, j'ai mon devoir, c'est de faire la prière à l'heure. Que ça gêne pas les autres, je m'en fous, tu vois. Je fais, genre, vraiment derrière ma voiture, dans un parking tranquillement, sans, genre, pour pas que les gens ils me voient de ouf. Et ça, pareil, deuxième solution. Après, il y a quoi d'autre comme truc? Genre, j'essaie vraiment toujours de me dire, eh frère, déjà, on est à Évry. Évry, qui va parler? Et genre, t'as des chrétiens, t'as des musulmans, t'as des athées, t'as de tout. Mais en général, t'as pas ce genre de problème-là à Évry, tu vois. Genre, tout le monde respecte tout le monde en général par rapport à tout ça. Et c'est pas bizarre, tu vois. Après, tu vois, encore une fois, je suis pas en train de dire, ouais, normaliser le fait qu'il y a des gens qui sont en train de prier dans le parking et tout, tu vois. Genre, idéalement, bien évidemment, essayer de trouver une mosquée à proximité, essayer de prier dans un endroit où on a l'autorisation de prier, genre dans le sens où, aller, je sais pas, on m'avait aussi parlé du fait que, tu vois, des fois, t'as des librairies, tu peux aller prier là-bas et tout. Mais bref, t'as plein de solutions, plein d'endroits et tout. Et moi, je partage cette expérience-là parce qu'en fait, c'était un petit déclic de rien du tout. C'est parce que j'ai vu mon pote le faire. Et même pendant le voyage, quand t'es là-bas, je me rappelle, on prenait toujours une petite bouteille et tout. On essayait toujours de faire nos ablutions avant de partir. Et des fois, on était là, on se retrouvait même en endroit montagneux. Et c'était incroyable de prier là-bas. Genre, tu te dis, frère, t'es devant la création de la personne pour qui t'es en train de prier, tu vois. Et c'est coucher de soleil et tout. Incroyable. Et c'est une autre sensation. Essaye à voir, tu vois. Après, bien évidemment, si on peut prier chez soi, si on peut prier dans un endroit discret, c'est toujours mieux. Mais voilà, c'était un petit truc que je partageais pour dire aussi que, tu vois, même si on veut prier à l'heure, on peut. Il y a toujours des mini-solutions et après, voilà, si vraiment on peut pas, on rattrape. C'est vrai, t'as entièrement raison. En plus, on part du fait que prier à l'heure, c'est encore plus récompensé que le fait de prier et tout. Et honnêtement, tu vois, entre nous, le soir quand t'arrives et que tu dois rattraper 3-4 prières, c'est saoulant des fois. Saoulant dans le sens où t'as pas la même sensation. En fait, tu dis que je prie, tu les enchaînes, et en plus, t'as pas la même récompense. Au fond, t'es saoulé, mais de toi-même. Tu te dis, mais genre, si je les faisais à l'heure, j'aurais la bonne récompense, ça m'aurait pris moins de temps, et genre, ça aurait été tranquille, tu vois. Mais bon, encore une fois, c'est ça aussi la différence de vivre dans un pays musulman et non musulman, tu vois. Par exemple, je viens d'aller, en août, je viens de passer un mois au Pakistan. Là-bas, forcément, tu vois, pays musulman, tu pries n'importe où, il n'y a pas de problème. Tu peux faire tes ablutions partout, tout est adapté pour, t'as des mosquées tous les 500 mètres, 1 kilomètre, même sur la route. Et pareil, message pour les musulmans, tu vois, c'est normal aussi qu'en France, il n'y a pas encore ce système-là qui est fait, c'est pas un pays musulman. Tout à fait normal. Je vais dire quand même qu'à la base, il y avait le principe de laïcité. C'est ça. Il est déjà toujours perpétré, mais bon, si on se lance dans cette question-là, ça va être un C'est long c'est- débat. c'est ça, tu vois. Encore une fois, moi, je dis ça dans le sens où je veux pas non plus manquer de respect à quelqu'un, mais techniquement, c'est pas une dinguerie, tu vois. Genre, je suis parti aussi aux États-Unis en février pendant une semaine pour un projet. Le projet Les Passeurs, je sais pas si t'avais suivi un peu et tout. Et du coup, on est parti à une fac, la fac de Richmond. Et forcément, là-bas, tu vois, c'est pas pareil. Et c'est une fac privée et tout, tu vois. C'était 80 000 balles l'année, je crois, et tout, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, 80 000 balles. Et ouais, là-bas, tu vois, t'as des gens qui font du droit comme toi, t'as des gens qui font un peu de tout et tout. Et nous, justement, on était des sortes d'intervenants pour des étudiants qui étudiaient le français. Des États-Unis, des Américains qui étudiaient le français. Et à un moment, je suis là et tout. Et je demande à une fille, ouais, je dis, ouais, il y a pas un endroit où je peux prier et tout, parce que là-bas, en vrai, de loin, je voyais, il y avait un grand bâtiment. Ça ressemble à une chapelle ou une mini-église, tu vois, je sais pas.
Et du coup, forcément, je savais il y avait ce truc-là. Je lui ai dit, ouais, il y a plein d'endroits où je peux prier. Elle me dit, ouais, t'inquiète, viens et tout. Et du coup, on parle sur le chemin. Elle parle grave bien français. Genre, je crois que ça faisait 9 ans, elle étudiait le français et tout. Et du coup, on parle et tout. Et on un peu mélange d'anglais et tout. Et elle me dit, ouais, moi, je suis juive. Bah, nous, on a cet espace-là. Les chrétiens, ils ont cet espace-là. Et voilà, tiens, il y a cet espace-là pour les musulmans. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien, frère. Tu vois, on est aux États-Unis et tout. S'il y avait pareil en France, juste en fait, même tu mets un petit endroit, une petite pièce comme l'endroit où on est. Franchement, tu vois, ça change rien, tu vois, pour tout le monde. Mais nous, ça fait qu'on se sent encore plus dans notre pays. C'est Tu vois, ça. moi, c'est mon pays, la France. Oui. C'est ton pays, la France aussi. Oui. On aime la France. Mais tu vois, malheureusement, par rapport à la question religieuse et tout, pareil, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un long débat. Mais voilà, je vais finir là-dessus. C'est en mode, finalement, s'il y avait plus de trucs, entre guillemets, pour faciliter la prière, bah, ça aurait été plus simple. Mais bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Sinon, c'est un débat infini. Ouais, véritablement, en vrai. C'est ça. On va changer un peu de sujet. On va parler un peu plus de... Du coup, on a parlé un peu de sport, de cinéma, d'éloquence, de religion. Aujourd'hui, t'as 20 ans. Oui. 20 ans, c'est ça. Ce serait quoi pour toi, c'est une question que je pose tout le temps sur les podcasts. C'est quoi pour toi la réussite? Tu la visualises comment? Genre dans le Mohamed d'aujourd'hui à 20 ans. Allez, on va dire dans 10 ans. Tu te vois où? Pour toi, ce serait quoi réussir? Wow. Franchement, là, tu vas me poser une colle parce que ça a l'air d'être une question banale, mais en vrai, il y a plein de réponses et chaque réponse pourrait être considérée comme bonne en vrai. Moi, je pense que la véritable réussite, en gros, pour donner une réponse, ça dépend de chaque personne. En ce qui me concerne, je me dis que la réussite, ça serait à la toute fin de ma vie, être là, une scène où je regarde ma famille, je regarde ma femme. Je m'imagine que mes parents, ils ont bien vécu, que tout s'est bien passé pour eux, que ma mère aussi, pareil, mon frère, il a réussi, mes sœurs, ils ont réussi, et que je n'ai aucun regret. Je pense que c'est vraiment ça la réussite. Très belle réponse. Très belle réponse. Et sinon, visualisation plus court terme. 5-10 ans, t'aimerais taffer où? T'aimerais tout, genre, situation professionnelle. Dans ta situation professionnelle. Ah, je ne sais pas trop en ce qui concerne l'impact du droit dans ma vie, mais le cinéma, ça serait ouais, de finir sur une société de production. Là, pour l'instant, je pense qu'on est bien parti, même si c'est encore amateur, on est au statut d'association. Mais si j'arrive à finir avec cet objectif que j'ai en tête, ça serait pas mal, ouais. Vas-y. Et t'auras du taf pour moi ou pas? Franchement, on va tous taffer ensemble, ça va nous faire plaisir. Et bah, d'ailleurs, pour le projet que j'avais fait avec Éternelle Attente, j'étais avec une de mes assos aussi qui s'appelle News Étudiants. Je suis responsable podcast là-bas. Et eux, ils m'ont dépanné pour trouver du matériel tourné. Parce que comme je t'ai dit, j'ai pas encore le matos. Je vais essayer d'acheter du matériel avec les subventions que je vais récolter. Mais ouais, c'est pas mal. Ah, je te souhaite de trouver le matériel qu'il te faut dans le truc, sachant que ça coûte super cher. Franchement, wow, C'est super cher. hier soir, j'étais en train de regarder des caméras cinéma pour les plateaux de tournage. T'as des sommes, c'est hallucinant. Ouais, genre, il y a des sommes de ouf. Moi, genre, par exemple, j'ai fait mon école d'audiovisuel et tout. On avait du matériel qui datait un peu. Mais quand tu vois la somme neuve et tout, genre, c'est des caméras qui coûtaient genre super cher, tu vois. Et franchement, des fois, j'ai le seum parce que hier, j'étais sur Insta. J'ai un pote qui m'envoie un post. Et c'était un nouveau trépied. En gros, c'est une nouvelle technologie. C'est un trépied, genre 100% électrique. Tu le poses et il fait la bulle tout seul. Genre, en gros, il se met droit tout seul, tu vois. Ah ouais, Dans stylé. toute situation. Et genre, c'est grave stylé, hein. Mais je le dis, c'est sûr, ça coûte au moins 1000 balles, tu vois. Je regarde, je vais sur le site, ça coûtait 2500. Un trépied, hein, tu vois. Genre là, tout autour de nous. Merde. Pour ceux qui voient pas, bah, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 trépieds, tu vois. 6 trépieds. Bon, après, c'est sûr, ça reste du type et tout, mais ce que je veux dire, tu vois, au bout d'un moment, faut doser. 2500 pour un trépied. Faut doser. Je sais, il y a des technologies et tout. Il y en a beaucoup, ils disent, ouais, mais c'est pour ça qu'il y a tel prix. Mais des fois, quand tu regardes par rapport au rapport qualité-prix, tu te dis, mais c'est une dinguerie de payer autant pour ça. Genre, honnêtement, moi-même, niveau matériel et tout,
un conseil pour ceux qui veulent se lancer, et même toi qui n'as pas de matériel, c'est filmer avec son téléphone. Oui. Aujourd'hui, on a des téléphones de fou. En fait, quand on était plus jeune, forcément, c'était des téléphones moins chers. Mais aujourd'hui, si, bien évidemment, tu as les moyens, mais c'est bien, tu peux mélanger. Par exemple, moi, il y a pas longtemps, j'ai acheté le S23 Ultra, tu vois. C'était la première fois que j'ai acheté un téléphone à 800 euros, tu vois. Mais pourquoi j'ai fait cet achat? Parce que, en fait, ça mélange ma passion pour l'audiovisuel, pour le cinéma, et en même temps, le côté perso, avoir un téléphone fluide, tu vois. Et moi, ce que je conseille, en fait, c'est... aujourd'hui, tu as tellement d'alternatives niveau micro, niveau... tu peux filmer avec ton téléphone, tu peux faire des plans de ouf, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, tu as des zooms... en gros, tu as le zoom numérique et tu as le zoom optique. Et par exemple, sur le S23 Ultra, ça va jusqu'à 10 ou 20 en optique. Donc ça veut dire que c'est propre, tu vois, c'est pas en mode un zoom moche, pixelisé et tout. Et je me dis, franchement, en fait, on a trop en tête l'idée de se dire forcément je dois acheter une caméra, forcément je dois acheter un appareil photo. Moi, mon premier appareil photo, c'était un Canon, c'était le 2000D, il coûtait 400 balles à l'ancienne avec un objectif. Et franchement, quand tu vois le rendu, etc., tu te dis, mais attends, avec un téléphone, ça aurait été mieux, tu vois. Et c'est pour ça qu'en vrai, pareil, il faut pas avoir cette visualisation de forcément avoir du matériel cher pour se lancer dans l'audiovisuel. Après, bien évidemment, si tu veux évoluer, il faut acheter du matériel un peu plus cher, caméra, micro, lumière, etc. Mais pour se lancer un téléphone, ça suffit largement. Franchement, un téléphone, des fois, tu as des cages, tac. Et au-dessus, tu peux même mettre un micro comme le micro qui m'enregistre. Ça fait le taf, tu vois. Genre, tu veux savoir c'était quoi l'exemple de setup pour ta Lion? Vas-y. En gros, déjà, j'avais pas encore... Là, tu vois, il y a deux caméras qui filment. Avant, j'avais pas la caméra qui est en train de me filmer là, tu vois. Non, l'inverse, celle qui te filme toi. Et j'avais deux objectifs juste. J'avais l'objectif qui est posé sur cette caméra, tu vois. C'est un objectif, il coûte 100 euros. C'est le 50 mm 1.8, franchement, il est bien. Et t'avais l'objectif de base avec la caméra. Franchement, je filmais avec ça déjà. Genre, la qualité, c'était pas la qualité de fou non plus. Mais avec des petites techniques, petites bidouilles, tu vois, tu dis, vas-y, go. Tu vois, j'étais comme mentalité comme toi. Je me suis lancé et vas-y, go. Tu Ça vois. faisait En le fait, je taf, kiffais là, faire ouais. ça. Et niveau micro, tu vas rire, mais en gros, tu vois, c'est quoi un monopode? Non, je vois pas. En gros, un monopode, tu vois, de là à là. En gros, c'est ça. En gros, c'est un monopode, c'est une perche un peu longue que tu peux agrandir, mais pas assez longue pour que ce soit une perche de micro, tu vois. Ok. Et j'avais ça. J'avais, tiens, regarde. J'avais une lumière comme ça. En fait, au bout, t'as une vis. Et du coup, je vissais ça. Et en gros, là, t'as trois emplacements pour mettre un micro, tu vois. Et j'avais déjà un micro et tout. J'avais une petite lumière comme ça qui coûtait genre 30 balles. Et j'avais ma perche achetée sur Amazon à 20 balles. Du coup, ça me fait 20 euros la perche. 30 euros ça me fait 50 euros. Et je mettais un micro au-dessus. Et le micro, genre, c'était quoi, 50 balles, tu vois, pareil. Et pour 100 euros, j'avais mon setup micro, tu vois. Et pareil, en fait, à côté, j'avais les wireless, tu vois. Ce que je faisais, je le mettais là. Là, je mettais mon micro. Et tac, je demandais à quelqu'un de prendre comme ça. C'était une perche qui était super chiante, pas super longue. Mais franchement, tu vois, quand tu regardes le film, tu te dis budget zéro, ça faisait le taf de ouf. Tu vois. Honnêtement, ouais, ça fait le taf. En plus, Et ouais, ça a eu un vrai rendu visuel. ouais, tu vois. Et pour le petit budget que c'était, tu vois, pareil, c'était une dinguerie. Et ça peut te servir de ouf. Tu vois, genre, ce petit tips-là. Genre, essayer de dire en tête, de te mettre en tête, bon, je vais éviter de faire cette scène-là parce que financièrement parlant, ça coûte trop cher. Mais genre, il y a toujours moyen de trouver des bidouilles. Et ce conseil-là, genre, enfin, c'est un conseil, c'est un retour d'expérience, mais c'est un conseil que je partage à tout le monde, tu vois. Et les gars, aujourd'hui, on peut faire des dingueries. Sur TikTok, on voit des gens en train de filmer avec leur téléphone, ils peuvent faire des dingueries. Il y en a, ils font des trucs de merde avec une caméra. Genre, le truc, c'est comme toi, osez, faites. Vraiment. Par exemple, je reprends ton idée sur le fait qu'avec les téléphones, on peut tout faire aujourd'hui. Tu vois, sur le premier projet que j'ai réalisé, Éternelle Attente, je voulais faire une scène de ouf à la fin. En gros, ça serait un truc où je vais zoomer dans l'œil de Cécilia Ouais, et avoir mon reflet pour qu'on me voit moi dans son œil. ok. Je sais pas si tu vois à peu Ouais, près je le vois. truc. Et avec les caméras qu'on avait empruntées à la fac via la news étudiant, on ne pouvait pas réaliser ça, c'était trop faible comme qualité. Et les personnes que j'ai parlé à l'extérieur, elles m'ont toutes dit prends un iPhone. L'iPhone, il fait largement le taf. Du coup, c'est pour ça que récemment aussi j'ai changé et je m'apprête à faire des projets avec ça serait pas mal. Et tu filmes avec quelle caméra? C'était un Sony, Ok. Et c'était quoi? C'était un caméscope ou c'était un, c'était un réflexe, genre? c'était un réflexe. Ok. Ok, ça marche. Et sinon, à part ça, niveau matériel, etc., tu t'y connais un peu ou pas? Pas du tout. Là, j'ai quelques bouquins de cinéma chez moi
pour savoir comment faire les mood boards. C'est ce que j'avais utilisé d'ailleurs pour faire le dossier de production pour notre premier projet. Du coup, j'essaie aussi d'apprendre de mon côté. Mais j'avoue, au niveau cinéma, je suis plus... disons que ce en quoi je m'en sors le plus, c'est plus l'acting, vu que dans ma tête, je suis un vrai comédien, je suis fou. Mais j'aime bien toucher à tout un peu comme tu as vu. J'aime bien réaliser Tourner, produire. être devant et derrière la caméra, C'est etc. ça. Parce que je me dis, ça serait un peu dommage de se limiter et de se dire, je vais faire que ça de ma vie. C'est très bien d'être acteur, tu peux largement gagner ta vie. Aujourd'hui, il y a des acteurs de renommée. Il y a Morgan Freeman, pour moi, c'est le meilleur des acteurs. Il gagne très bien sa vie, je pense. Et à côté, bah, lui, justement, il n'est pas que acteur. Il fait d'autres choses aussi. Futur Marcy ou quoi. On verra ce que ça donne, hein. Je rigole. Et ouais, en vrai, de toute façon, là, sur les prochains projets que j'ai envie de reprendre un peu parce que j'ai un peu délaissé un peu la fiction. Mais forcément, je vais t'appeler, hein, c'est sûr. Franchement, j'ai T'as ta hâte, place. hein. Ça me fait énormément plaisir. Bah, J'avais pensé à toi, j'avais parlé, j'avais parlé du prochain projet que j'avais et justement, je lui avais dit que c'était, est-ce que tu serais chaud ou pas? Ah si, là, je lui avais demandé. Et c'était chaud, bah, let's go, quoi. Je honnêtement, savais pas que, genre, vraiment, t'avais cette passion en tant qu'acting. J'ai cru que c'était vraiment plus derrière la caméra, mais je savais pas que de base, c'était vraiment du casting, du rôle d'acteur, tu bah, vois. comme je disais tout à l'heure, je savais pas du tout que j'allais faire du cinéma à ma vie, entre guillemets. Ouais. J'ai commencé juste en tant qu'acteur, en tant que silhouette parlante. La réalisation, j'ai commencé il y a même pas vraiment un an. J'ai commencé l'année dernière, à la toute fin de l'année. Sinon, c'était que des castings sur Paris, des courts-métrages, des petits projets entre potes, essayer d'être à la régie dans tel projet pour voir aussi un peu comment ça se passe. Sinon, j'ai jamais touché à tout ce qui est réalisation. J'ai décidé juste moi-même de faire ça. Ok, je capte. Bah, je pense en tout cas pour cet épisode, c'était pas mal. On a parlé de pas mal de choses et très intéressant. Faut savoir que, je le dis comme ça, mais toi et moi, on se connaissait pas à la base. Ouais. On s'est connus genre comme ça. On s'était ajouté sur Insta et tout, via passion commune, via aussi parce que t'avais vu un peu les projets et tout. Et ouais, on se connaissait juste de vue. Et ce qui est drôle, c'est que là, en fait, on s'est découvert un peu aussi par rapport à tout ça. Et j'ai découvert un peu le personnage qu'il y avait derrière Mohamed. J'ai cru que t'étais, j'ai cru que t'étais le gars grave, pas réservé, mais grave un peu, pas en mode arrogant, tu vois. Mais après, je dis pas que je dis pas que t'es arrogant, tu vois. Je dis pas que t'es arrogant, mais ça fait plaisir justement de voir que t'as confiance en toi de ouf et surtout que genre tu dégages quelque chose. Genre tu dégages, genre ça se voit que t'as envie de réussir, t'as la dalle. Et ça c'est quelque chose que je vois assez souvent, c'est ce truc-là que depuis que t'es petit, t'as un peu cette mentale, bah ça te lâche pas jusqu'à que tu grandisses. Franchement, ça me fait plaisir. Et je vois que toi aussi, t'as la dalle comme moi. Je pense qu'on peut faire énormément de choses. Et j'espère que les gens qui vont écouter ce podcast, du coup, ils seront un peu inspirés. Et pour certains, s'ils sont dans une phase un peu sombre, ça peut les motiver. C'est ça. Moi de toute façon à chaque fois ce que je dis, personne connue, pas connue, chaque histoire mérite d'être racontée. C'est ça. Merci d'avoir regardé ce podcast en tout cas. J'espère que c'était un épisode qui vous avait plu. Peut-être un prochain épisode avec Mohamed ou peut-être d'autres projets plutôt cinématographiques. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.